Bonjour mesdames, messieurs. Je vais vous parler du régime parlementaire, c'est-à-dire de la séparation souple des pouvoirs. Le régime parlementaire est avant tout le fait d'une évolution historique spécifique. Ce type de régime est né en Grande-Bretagne de l'évolution progressive des institutions monarchiques à partir du XIIIe siècle, d'un accroissement des prérogatives du Parlement au détriment du monarque, du passage de la monarchie absolue à la monarchie limitée, puis parlementaire. Les théoriciens classiques du droit constitutionnel se sont emparés de cette expérience historique particulière pour la traduire en formules générales et abstraites et bâtir un modèle théorique. Ce dernier diffère en tout point du modèle régime présidentiel et se caractérise d'abord par une dépendance réciproque des pouvoirs et par une collaboration systématique entre les organes. Mais l'idée maîtresse du régime parlementaire reste d'abord la notion d'équilibre. La notion d'équilibre qui doit régir les relations entre les organes. Dépendance, collaboration, équilibre sont les trois idées-forces qui, d'un point de vue juridique, conditionnent les caractéristiques théoriques du modèle. Mais le régime parlementaire ne s'est pas borné à être modèle théorique. Durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, elle se généralise dans la plupart des pays européens. Cette adoption se fait toutefois dans des contextes politiques, sociaux et économiques différents, si bien que la transplantation plus ou moins artificielle du modèle va lui faire subir de profondes déformations. Donc, au-delà du modèle théorique, le souci de réalisme implique que l'on se place également sur le terrain des expériences concrètes. Voyons tout d'abord donc les caractéristiques théoriques du modèle régime parlementaire. Alors, d'un point de vue schématique, deux caractéristiques théoriques sont à souligner: la structure particulière du pouvoir exécutif et une collaboration en équilibre entre les pouvoirs. Voyons dans ce premier point la structure particulière du pouvoir exécutif. Eh bien, la principale caractéristique du pouvoir exécutif en régime parlementaire, c'est d'être un exécutif dualiste, se décomposant en un chef de l'État et un chef de gouvernement. Le chef de l'État peut être héréditaire lorsque le régime parlementaire s'est implanté dans un cadre monarchique, comme la Grande-Bretagne, la Belgique, les pays scandinaves. Mais il peut également s'agir d'un président de la République élu. C'est le cas de la France, l'Italie, l'Allemagne. Dans cette hypothèse, le chef de l'État est élu par le Parlement et se trouve sous la dépendance organique du pouvoir législatif. En raison cependant du principe de l'irresponsabilité politique du chef de l'État, le chef de l'État ne peut être révoqué par celui-là même qui l'a élu. Ce dernier élément explique la situation du gouvernement. En régime parlementaire, le gouvernement est d'abord un organe collégial, dont les ministres sont solidaires entre eux en vertu de la règle de la solidarité ministérielle. Ce gouvernement est juridiquement nommé par décret du chef de l'État. Mais le chef de l'État choisit généralement les ministres dans les rangs de la majorité qui occupe le Parlement. Ce gouvernement, pour pouvoir gouverner, doit avoir la confiance de la majorité qu'il la lui manifeste initialement lors du vote d'investiture. Le rôle du gouvernement, en régime parlementaire, est donc de servir d'intermédiaire entre le chef de l'État et le Parlement. Mais le chef de l'État reste politiquement irresponsable dans un système où le pouvoir découle de la responsabilité. Par voie de conséquence, le chef d'État parlementaire est le plus souvent amené à jouer un rôle effacé, allant de la simple représentation à une variable magistrature d'influence. L'effacement du chef de l'État implique que la réalité du pouvoir exécutif se situe entre les mains d'un gouvernement politiquement responsable devant le Parlement. Juridiquement, la situation décrite se traduit par l'institution du contre-seing ministériel, c'est-à-dire tout acte ou décision du chef de l'État
doit être contresigné par le gouvernement. Loin d'être une simple formalité, le contreseing ministériel signifie que le gouvernement, dans son ensemble, endosse la responsabilité politique de toute décision du chef de l'État. Les prérogatives que la Constitution attribue au chef de l'État parlementaire ne sont donc que des prérogatives nominales exercées réellement par le gouvernement. Alors ce dualisme de l'exécutif en régime parlementaire est susceptible d'une variante avec l'existence d'un bicéphalisme. Dans ce cas, l'exécutif est pourvu de deux têtes, à la personne du chef de l'État et de celle du chef du gouvernement, c'est-à-dire du président du Conseil ou du Premier ministre. Ce dernier apparaît essentiellement comme la personnalité politique à laquelle le chef de l'État confie la formation du gouvernement, parce qu'il est capable, au sein du Parlement, d'avoir une majorité, d'avoir l'appui d'une majorité. Toutefois, le Premier ministre est aussi celui qui fonde l'unité du cabinet, qui coordonne l'action des différents ministres, pour se manifester comme le premier d'entre les ministres et parfois devenir, comme en Grande-Bretagne, le véritable moteur de l'ensemble institutionnel. Ce dualisme de l'exécutif ne peut cependant se comprendre que si on le réintègre dans l'essence même du régime parlementaire, selon la doctrine classique, c'est-à-dire une collaboration équilibrée entre les pouvoirs. Voyons ce deuxième point. Collaboration et équilibre entre les pouvoirs. Ces deux idées forces qui sous-tendent le régime parlementaire impliquent une multiplicité de rapports entre les pouvoirs, tant sur le plan organique que sur le plan fonctionnel. L'idée d'équilibre entraînant une réciprocité de ces rapports. Sur le plan théorique, le régime parlementaire se caractérise donc par deux principes généraux, la collaboration fonctionnelle et l'équilibre organique. Voyons tout d'abord la collaboration fonctionnelle. Alors selon ce principe, les deux organes, exécutifs et législatifs, doivent collaborer entre eux pour l'exercice des principales fonctions de l'État. Par exemple, l'organe exécutif doit participer à l'exercice de la fonction législative, de l'élaboration de la loi. Dans le cadre de l'élaboration des lois, le gouvernement, comme le Parlement, détiendra l'initiative des lois et la Constitution l'autorisera à déposer des projets de loi. De même, le gouvernement participera à la discussion de la loi, pourra déposer des amendements. Une fois la loi adoptée par le Parlement, cette loi n'aura force exécutoire qu'une fois promulguée par le chef de l'État. Enfin, grâce au pouvoir réglementaire que lui attribue la Constitution, le gouvernement pourra procéder à l'exécution des lois votées par le Parlement. Réciproquement, en vertu du principe de collaboration fonctionnelle, l'organe législatif doit participer à l'exercice de la fonction exécutive. Dans le cadre de la compétence diplomatique traditionnellement réservée au pouvoir exécutif, le chef de l'État est généralement compétent pour négocier, signer et ratifier les traités internationaux. Le Parlement est cependant appelé à jouer un rôle. Lorsqu'il s'agira de traités internationaux importants dont la liste est établie par la Constitution, le Parlement, à la forme législative, autorisera préalablement le chef de l'État à ratifier le traité. Collaboration fonctionnelle, équilibre organique. Alors l'idée d'équilibre organique suppose que chacun des organes dispose à l'égard de l'autre de moyens d'action, que chacun puisse porter atteinte à la structure de l'autre et mettre fin à son existence. Ce principe général apparaît comme la clé de voûte du régime parlementaire théorique et se traduit par l'adoption de deux types de procédures, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement par le Parlement et la dissolution de tout ou partie du Parlement par le pouvoir exécutif. Donc chaque pouvoir peut, en quelque sorte, tuer l'autre. Voyons la responsabilité politique du gouvernement, qui vous sera d'ailleurs traitée dans un autre cadre par un collègue. La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement signifie de manière générale que le gouvernement doit rendre compte aux assemblées parlementaires. Mais cette responsabilité se définit surtout par la sanction dont elle est assortie. Il y a responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement dès lors que la sanction est la perte du pouvoir politique et que l'Assemblée
parlementaire peut obliger les ministres à démissionner selon des modalités diverses. Motion de censure, question de confiance, interpellation. En d'autres termes, la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement constitue l'étape finale de tout le processus du contrôle parlementaire et apparaît comme un contrôle sanction permettant au Parlement de révoquer les membres de l'exécutif. Ainsi définie, la responsabilité politique présente un certain nombre de caractères généraux. Il s'agira dans la plupart des cas d'une responsabilité collective, en ce sens que le gouvernement dans son ensemble en fait l'objet et devra collectivement démissionner en raison du principe évoqué tout à l'heure de la solidarité ministérielle. Dans certains cas, cependant, la responsabilité politique peut être simplement individuelle et un seul ministre, pour des actes ou des activités commis à l'insu des autres ministres, peut être forcé à démissionner. De la même manière, la responsabilité politique du gouvernement n'est généralement mise en jeu que devant la Chambre basse, celle qui émane directement du suffrage universel. Certains régimes, par exemple l'Assemblée nationale en France, certains régimes parlementaires consacrent toutefois un bicamérisme égalitaire et permettront dès lors cette mise en jeu devant les deux chambres. Quels que soient ces caractères, la responsabilité politique constitue la caractéristique essentielle du régime parlementaire théorique et le rapport organique type. Certains auteurs considèrent même qu'il s'agit de critères uniques permettant d'opérer cette distinction entre le régime parlementaire et les autres formes démocratiques de régime politique, comme le régime présidentiel, par exemple. Le régime parlementaire théorique repose cependant sur un principe d'équilibre strict. La responsabilité politique constituant une arme permettant au Parlement de mettre fin à l'existence du gouvernement doit donc comporter une contrepartie. Pour l'exécutif, cette contrepartie est l'existence du droit de dissolution qui permettra à l'exécutif, n'est-ce pas, de mettre fin à l'existence du Parlement, et donc c'est un droit qui s'exerce au détriment du Parlement. Alors le droit de dissolution trouve sa lointaine origine historique dans le fonctionnement des institutions britanniques au temps où le Parlement n'était qu'intermittent. Prérogative propre du roi, elle lui permettait de révoquer le Parlement lorsque ce dernier avait rempli son rôle, essentiellement réduit au vote des impôts. Détachée de tout contexte historique et transformée en formule abstraite, la dissolution apparaît comme le deuxième rapport organique qui caractérise le régime parlementaire. Au sein de ce régime, le but du droit de dissolution est d'assurer l'équilibre interne entre les pouvoirs et de permettre à un gouvernement susceptible d'être renversé de dissoudre à son tour le Parlement en renvoyant les députés devant le corps électoral. Le droit de dissolution, pièce maîtresse de l'équilibre organique, peut cependant jouer plusieurs rôles. Il apparaît d'abord comme un moyen de pression, c'est-à-dire la simple menace de son utilisation par le gouvernement pouvant rendre la majorité parlementaire docile et disciplinée, les députés n'ayant pas envie de revenir devant les électeurs. Mais il constitue surtout un moyen de règlement des conflits survenus entre le gouvernement et le Parlement. Ce dernier rôle prendra sa pleine signification avec la démocratisation du régime parlementaire et l'introduction en son sein du suffrage universel. Dans ce cas, la dissolution devient une procédure d'arbitrage populaire. En effet, si un conflit survient entre les pouvoirs, le gouvernement a toujours la possibilité de dissoudre le Parlement hostile, de faire procéder à de nouvelles élections. Le corps électoral, suivant sa manière de voter, se prononcera en faveur du Parlement ou en faveur du gouvernement. En définitive, le droit de dissolution apparaît comme un moyen de faire trancher par le corps électoral les conflits existants entre le Parlement et le gouvernement. Ce dernier aspect permet de fournir du modèle parlementaire, du modèle du régime parlementaire, un dernier aspect, une vue complète, si vous voulez. Comme le souligne le doyen Oriou, l'équilibre du régime parlementaire exige que le cabinet ait une arme efficace pour ne pas être à la discrétion du Parlement. Cette arme est le droit de dissolution de la Chambre. L'existence du droit de dissolution prouve que le jeu du gouvernement parlementaire n'est pas seulement un équilibre à deux pouvoirs, l'exécutif et législatif, mais qu'en réalité il est un équilibre à trois, puisque le pouvoir de suffrage
des électeurs peut être ainsi amené à trancher un conflit entre l'exécutif et le législatif. Alors, les développements qui précèdent ont pour objet de dégager les principales caractéristiques du modèle parlementaire, telles qu'elles sont consacrées par les constitutions, se réclamant du parlementarisme, et sont décrites par l'ensemble de la doctrine classique. Ainsi, le modèle, toutefois, est purement théorique. Une vision plus réaliste et moins formelle du régime parlementaire implique l'analyse de quelques expériences concrètes qui seront faites en prolongement de ce cours dans un autre cadre. Je vous remercie de votre attention.